Moi, en fait, je ne dors jamais sur un lit. Le confort nous affaiblit. Je déteste ça. Donc lui, il avait juste son tout petit tapis de yoga. On a passé la frontière de Géorgie en Russie 3 jours après que Macron s'exprime et dise qu'en gros, il n'exclut pas d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Il fait ce qu'il veut de moi, je suis dans son camion. Et s'il veut pas s'arrêter, il s'arrête pas. S'il veut m'emmener dans un coin bizarre, il m'emmène dans un coin bizarre. On a eu un peu de casse. Pour moi, la grosse, ça a été la casse du cadre. Quand je vois que ça casse, je me dis, mais en fait, c'est peut-être la fin du voyage. Je me retrouve à participer à une session de négociation internationale organisée par l'ONU pour avoir un traité contre la pollution plastique. Je me suis retrouvé une semaine avec les diplomates du monde entier à essayer d'insuffler une bonne ambition pour ce traité. Donc nous on pédalait ce jour-là, ce jour il a fait 52, moi j'ai fait un malaise carrément. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Tison, un aventurier breton qui a parcouru plus de 30 000 km, dont 10 000 km à vélo, reliant la Bretagne à Sendai, au Japon, sans utiliser l'avion. Quentin, comment tu vas ? Très bien, merci beaucoup de nous recevoir. C'est avec plaisir, j'ai plein de questions à te poser, une aventure extraordinaire, tu pars de pas loin de Rennes en Bretagne et tu arrives à Sendai au Japon sans utiliser l'avion, 10 000 km en vélo, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux juste te présenter en 30 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ouais, je m'appelle Quentin Tison, je suis ingénieur, j'ai 28 ans, je viens de Béton au nord de Rennes et dans la vie je travaille pour une agence publique qui s'appelle l'ADEME qui développe la transition écologique en Normandie. Ok. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu, on fait des questions courtes, réponses courtes. Ouais. Est-ce que tu es plutôt voyage en solitaire ou en duo ? Duo. Est-ce que tu es plutôt montagne escarpée ou plaine infinie ? Montagne escarpée. Est-ce que tu es plutôt planification minutieuse ou improvisation totale ? Improvisation totale. Rencontre avec les locaux ou exploration avec la nature sauvage ? Rencontre avec les locaux. Et lever de soleil ou coucher de soleil ? Coucher de soleil, je suis jamais levé pour le lever. Ok, super. Bon, on voit un peu plus ton univers comme ça. Yes. Est-ce qu'on peut avant de parler juste de ton expédition, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi, qui tu étais plus jeune, est-ce que tu as des frères et sœurs, Ouais, bien sûr. D'où tu viens ? J'ai 2 petites sœurs, donc j'étais l'aîné. Quand j'étais petit, j'étais déjà bien actif. Plaisir premier, c'était d'aller voir les copains, de jouer au foot, jouer aux jeux vidéo. Je faisais déjà pas mal de vélo pour me déplacer, pour aller au collège, pour aller voir mes copains, parce qu'on habitait un peu en campagne. Okay. Et par la suite, j'ai fait plein de petites aventures comme ça. Un premier petit voyage à vélo avec un copain en Bretagne, ça devait être en 2014. Et puis plusieurs petites aventures comme ça jusqu'à ce grand voyage jusqu'au Japon. Ok, donc déjà aventurier un peu dans l'âme, ouais. des petits. Tu es en couple avec Lucille Roulet, oui. Qui est ta partenaire de voyage durant tout ce long voyage. Exactement. Comment ça vous est venu l'idée de partir de la France et aller au Japon en partie en vélo, une grande partie en vélo parce qu'il y a quand même plus de 30 000 km où vous faites une première partie en train, si je ne dis pas de bêtises, et une deuxième partie de 10 000 km en vélo. Comment vous est venue l'idée ? Donc c'est un projet qu'on a concerté à deux, qu'on a construit à deux. Mais l'idée de base, c'est qu'on ne voulait plus prendre l'avion depuis maintenant 4 ans parce qu'on considère que ça a un impact trop important sur le climat. Mais en même temps, on considère que ça ne veut pas dire que c'est la fin du voyage. Et donc on s'est dit, moi je rêve depuis longtemps d'aller au Japon et d'aller en Asie. J'étais jamais allé. Et je me suis dit, comment on va faire ? On avait déjà fait des petites portions de voyage à vélo et je me suis dit, c'est parti. Et en fait, j'avais eu moi aussi un vieux rêve de lycée, de me dire, à la base, je vais y aller à pied jusqu'au Japon. J'ai grandi, j'ai fait quelques calculs, en fait, il y en a pour des années. Ouais, c'est ça. Et le vélo combiné avec le train, au final, pour nous, ça a été la bonne option pour essayer de tenir sur 1 an. Et voilà, donc en fait, après, en discutant avec Lucille, on a affiné l'itinéraire, le matériel, par où on va passer. Et puis voilà, on a abouti à ce voyage jusqu'au Japon. Et c'est un voyage que vous avez programmé sur 1 an, donc vous quittez votre travail à ce moment-là Moi, j'ai un congé sabbatique avec mon entreprise, donc 1 an sans travailler, mais du coup sans être payé. Et Lucille, elle a démissionné, ouais. Ok. Parce que il fallait probablement, ça a un coût ce voyage, pour vivre pendant 1 an, acheter le matériel aussi. Il faut soit avoir économisé avant, soit avoir des revenus quand même avec du chômage ou je ne sais quoi. Ouais, on n'avait aucun revenu là pendant le voyage. Du coup, j'avais économisé un peu. Le voyage, au global, il nous a coûté à peu près 11 000 € chacun. D'accord. On a refait un peu les calculs, comprenant effectivement l'achat des vélos, du vélo, des sacoches, des tentes,
les visas, les vaccins, le logement, la nourriture de tous les jours, bref, vraiment tout, les tickets de transport. 11 000 euros sur l'année entière. Mm. C'est pas si cher que ça, je dirais, parce que 11 000 euros, ça fait un peu moins de 1 000 euros par mois. Ouais. Si on reste en France, limite, on dépense plus que 1 000 euros par mois, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et sachant qu'on avait dépensé la moitié avant de partir. Ouais. Donc moi, je suis parti, en gros, j'avais 5 000 euros en poche, dont une grosse partie qui venait de la vente de ma voiture. Ok. Donc en fait, je suis parti, j'avais quasiment rien. Et 11 000 euros, ouais, quand on voit, on a croisé d'autres voyageurs sur le chemin qui voyagent en avion, dans des hôtels, là où nous, on a beaucoup bivouaqué aussi. Effectivement, le coût, tu peux multiplier par 2 ou 3, quoi. Ok. Tu parlais de ça, là. Donc, début 2024, avant le départ, vous finissez votre dernier jour de travail, Ouais. tu vends ta voiture, et boum, la voiture commence. Ouais, exactement. Retour chez les parents, on fait les derniers préparatifs et c'est parti. Ok, et donc là, vous allez voir une dernière fois votre famille, dire au revoir un peu à vos proches que vous n'allez pas voir pendant un an. Ouais. Donc au nord de Rennes, qui est à Béton. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un gros soutien de la part de vos proches à ce moment-là. Ouais, globalement, on a un bon soutien. Côté des amis, on avait organisé tout un week-end de départ dans un gîte en campagne. Donc, grosse fête, on rigole et on se dit au revoir. Et pour la famille, ils avaient tous des questions, des inquiétudes. Je sais que mes parents ne l'ont pas trop partagé avant de partir. Bon, je les ai un peu habitués déjà à partir en stop, à pied, à vélo, donc maintenant ils savent. On a même une petite règle avec ma mère de quand je dors quelque part en extérieur et que c'est potentiellement un peu risqué, je lui envoie la position GPS avant de me coucher. Comme ça, elle sait à peu près où je suis. Et non, globalement, ils avaient plein de questions sur ce qui allait se passer, auxquelles on ne pouvait pas répondre parce qu'en fait, on ne savait pas. Bon, nous, on va par là et on verra bien. Le père de Lucille était assez inquiet au début et du coup, on a passé toute une soirée à tout lui expliquer, ce qu'on avait pris, ce qu'on avait prévu, comment on va passer les frontières, où est-ce qu'on aura besoin d'un visa. Et puis, voilà. Et puis voilà, non, mais c'est clair. Mais après, bon, vous aviez bien préparé ce voyage. Ouais. Tu peux nous parler de comment vous préparez un voyage comme ça? Parce que c'est un voyage d'1 an. Ça met combien de temps à le préparer? Qu'est-ce que vous faites en premier, après, par la suite? Donc, on a vraiment acté qu'on allait faire ce voyage-là 1 an à peu près avant de partir. Et on s'y est vraiment mis, on va dire 6 mois avant de partir, où il y a eu 6 mois où on réfléchissait, on dit bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on veut aller. Le premier truc, je pense, ça a été de caler un peu un itinéraire de par où on peut passer, sachant que y a la guerre en Ukraine, il y a l'Iran où c'est un peu chaud, Israël, l'Iran, pas mal de pays où on se dit bon, ça va être peut-être compliqué de passer, donc compliqué de pouvoir rentrer dans le pays ou alors on va avoir des problèmes sur place. Donc on a essayé de naviguer, de contourner, de voir par où on peut passer, quelles démarches on doit faire. C'était la première partie. Après la deuxième, ça a été un gros morceau, c'est le matériel. Avec quoi on part. Et en fait, la réflexion qu'on a eue, c'est quelles conditions climatiques on va traverser. Est-ce qu'on va avoir très froid ou très chaud? Bon, la réponse est que c'était un peu les deux. C'est ça, ouais. Donc on a dû acheter des bons duvets, une bonne tente, un bon matelas pour pouvoir dormir sur de la neige quand il fait jusqu'à -10, -15. Et puis la fin, ça a été tous les petits trucs aussi de prévenir sa banque qu'on va partir, parce que du coup on va potentiellement avoir des frais de retrait ou de paiement à l'étranger, gérer les assurances, demander des sponsors aussi, ça on l'a fait un petit peu en amont. Et puis les vaccins, aller à l'hôpital, voir un médecin spécialisé qui va nous expliquer. Je crois que tu détailles tout ça vous avez monté un petit site internet où vous expliquez comment vous êtes préparé et votre voyage et tout ça. On mettra le lien de ce site pour les gens qui veulent préparer un voyage un peu similaire. Il y a plein d'informations intéressantes avec le coût, les émissions de CO2 sur le voyage par rapport à l'avion, par rapport à plein de choses. Donc il y avait pas mal d'informations intéressantes. On mettra tout ça. Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'à un bout d'un moment, dans votre voyage financièrement, si vous n'avez plus d'argent, qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça a été un peu une peur, plus pour moi. Lucille avait un peu plus de côté. Donc on avait un petit matelas qui nous permettait... Il n'y a pas de compte joint, c'est compte séparé. On avait un compte joint, mais elle avait ses économies de base qu'elle avait sous le manteau. Moi, effectivement, du coup, on faisait gaffe, en fait. Au jour le jour, on faisait pas de zèle. Quand on prenait un hôtel, c'était toujours le moins cher. Les restos, on a fait 1 ou 2 fois vraiment un bon resto, on se fait plaisir. Mais sinon, c'est les petits boui-boui sur le bord de la route. Donc ça me faisait un peu peur et en même temps, je me disais que j'allais toujours trouver une solution. Ouais, d'accord. Ouais. Non, et puis, tu tenais une comptabilité un peu stricte pour voir jour par jour, comme tu disais, pour pas
surdépasser au bout de 8 mois, dire on n'a plus rien. Ouais, exactement. On s'était fixé 15 € par jour par personne. Ok, Donc des fois, on a un peu dépassé au final. Je pense qu'on est plutôt à 17, 18. Mais c'était notre cap, quoi. ok. Et vous trouvez des sponsors pour ce voyage, tu disais tout à l'heure. C'est quel type de sponsor qui veut bien vous suivre? Est-ce que il vous accompagne pour l'équipement? Est-ce qu'il vous accompagne financièrement? Comment vous trouvez ça? Ouais, on a 2 sponsors. Le premier, c'est Corner Bike, qui est un réseau de magasins de vélos en Normandie et qui, eux, nous ont donné une partie de nos sacoches. Donc c'est un équivalent à peu près 400 €. Et le deal, c'est qu'en échange, nous, on communique auprès de nos amis à Caen et sur les réseaux sociaux pour les faire connaître. Et le deuxième, c'est Chapka Assurance, qui est une assurance de voyage au long cours. Et eux nous ont fait une grosse réduction, en gros, sur le coût de l'assurance. Et pareil, en échange, on en parle sur les réseaux sociaux autour de nous, avec les voyageurs qu'on rencontre. Ok, je comprends. Vous partez donc chacun avec un vélo respectif. Ouais. Vous avez des sacoches sur le vélo. C'est une vraie maison, en fait, le vélo. Exactement. Qu'est-ce que vous mettez dans vos sacoches? À quoi il faut penser obligatoirement? Il faut des vêtements, mais il faut aussi de quoi faire à manger. Il faut des systèmes de réparation pour les vélos, je présume. Ouais, exactement. Vous mettez quoi et ça pèse combien de kilos? C'est marrant, quand on rencontrait des gens, du coup, on faisait un peu comme la visite d'une maison. Donc on avait la sacoche avant à gauche, ça c'est la cuisine. En haut à droite, c'est le coin dodo. À l'arrière, là, c'est l'atelier de réparation. Et enfin voilà, on faisait tout. Donc globalement, ouais, pour dormir, il faut une bonne tente, un matelas, un duvet et un petit oreiller. Il faut prévoir pour cuisiner. On a acheté un réchaud qui peut faire gaz et essence. Ça, c'est quelque chose que je savais pas avant de préparer ce voyage. C'est qu'en fait, trouver une cartouche de gaz en France, t'en trouves partout. Tu vas au Décathlon. Quand tu es en Asie centrale, au Tadjikistan, c'est impossible de trouver une cartouche de gaz. Donc en fait, on avait un réchaud à essence. On allait directement à la pompe voiture. On remplit notre petite bouteille de samplon 95. Et puis voilà, c'est parti. Il faut, on avait de quoi réparer avec des pièces aussi en avance. Parce que c'est pas forcément toujours facile de trouver des pièces de rechange pareil en Asie centrale ou en Asie du Sud-Est. Et donc au global, on avait 5 sacoches, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, ce qu'on appelle un rack-pack, c'est un gros sac qu'on met par-dessus les sacoches, et puis après une petite sacoche de guidon en plus. Au total, ça faisait à peu près 20-25 kilos de bagages, plus le vélo. Et donc après, dépendant de la nourriture et de l'eau qu'on stockait, en gros, le vélo plus les bagages, ça faisait entre 40 et 50 kilos. Il faut que ce soit vraiment bien équilibré pour pas qu'il y ait de gêne quand tu pédales et tout. Ouais, exactement. Et à la base, on avait mis beaucoup de poids à l'arrière, donc les 3 plus grosses sacoches à l'arrière et les petites à l'avant. Et en fait, moi, j'ai ma roue arrière qui a cassé 2 fois. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va rééquilibrer. Et puis aussi, quand on fait des gros cols, qu'on part dans les montées, en fait, ça te tire vers l'arrière, pour avoir tout ce poids à l'arrière, alors que quand tu le mets à l'avant, c'est plus facile. C'est plus facile de pousser que de tirer. Ouais, d'accord. Ok, on reviendra sur tout ça. J'ai des questions sur les expériences où vous avez probablement peut-être des accidents ou des casses. Première étape que vous faites, c'est une étape en train. Donc vous partez de Béton et vous allez jusqu'en Ouzbékistan en train. Donc c'est la ville de Koungrad, si je dis pas de bêtises. Exactement. Comment on fait pour prendre des transports avec des vélos chargés comme ça? On passe de train en train, de bus. Comment vous êtes débrouillé? Ça a été la première grosse inconnue, où on avait quand même regardé par avance sur les sites des réseaux de transport locaux, donc chaque pays. Et en fait, on avait une bonne vision jusqu'à aller en Hongrie. On savait globalement qu'on pouvait réserver une place vélo. Et donc, on savait que ça allait marcher. Et après, c'était l'inconnu. Donc, on met notre premier vélo, on prend notre premier train de Rennes à Paris. Ça se passe sans souci. Et on passe après par la Suisse, la Hongrie. Et là, on part de Budapest pour aller vers Bucarest, en Roumanie. Et je vais voir une dame au guichet en lui expliquant qu'on a nos 2 vélos avec nos sacoches et lui demandant si on doit payer un supplément, ça va se faire. Elle me dit « Ah mais non, mais c'est complètement impossible ». Dans un anglais très approximatif. Ouais. Elle me dit « Non mais c'est mort. C'est interdit. C'est interdit, on ne pourra pas ». Et je dis « Bon ok, on va quand même devant le train. Je vais voir, il y a un chef de bord donc là on est 1 heure avant le train. Il est en train de vérifier si tout est bon. Et je lui explique, il me dit « Oui, pas de souci ». Je dis « Bon, ok, parfait ». Et on attend, on démonte un peu les vélos, parce qu'il nous a demandé de démonter les vélos, donc de retirer les roues, et mettre ça dans des sacs. On avait une housse pour ranger le vélo et pouvoir le mettre dans les trains.
Et quand il revient, il nous dit ah non en fait c'est pas du tout possible. Super. Et il nous dit à moins que. Ouais. Et là il demande le petit bakchich. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais te dire, c'est t'expliques qu'il y a beaucoup de négociations, Ouais. un petit billet dans la main et ça vous permet de passer. Ouais. Bah Roumanie ça a été comme ça. Turquie ça a fonctionné comme ça. Souvent il y a une seule fois où on a vraiment été refusé sur ce trajet, c'est pour Istanbul-Ankara en Turquie, où vraiment on est arrivé 1h30 en avance, on a tout démonté intégralement le vélo pour que ça rentre dans la housse, ça prenait pas de place. Et impossible. On a même vu le directeur de la gare d'Istanbul. Waouh, super. Et le gars a dit non. Donc au final, on a été remboursé. On a pris un bus. On a trouvé autrement. Mais c'est la seule fois où vraiment on a été refusé. C'était pas possible. La question que je me suis posée, c'est, j'ai pas la réponse, mais peut-être que la réponse elle est simple. C'est pourquoi vous faites cette première étape en train et pourquoi en fait vous partez pas en vélo directement? Ouais. En fait, j'avais vraiment très envie moi d'aller au Japon. Et on se rendait compte que si on voulait faire France-Japon en 1 an avec le retour, c'était pas possible. Ou alors en fait, ça allait être un voyage où on fait que pédaler, Ouais. on s'arrête pas et on fait des 120 km de moyenne par jour. Donc on a rencontré des cyclistes français qui ont fait ça et qui en 3-4 mois se retrouvent en Chine. Mais nous, c'est pas notre style de voyage. On voulait pouvoir prendre le temps de s'arrêter quand on en a envie, de passer dans un village, on rencontre quelqu'un, on s'entend bien, on s'arrête. Donc on s'est dit, pour se laisser le temps, et on se disait qu'on voulait faire au maximum 12 000, 13 000 km, et ben, il fallait qu'on s'avance. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de traverser l'Asie à vélo. Ouais. Et puis l'Europe, on se dit, en fait, on a tout le reste de notre vie après pour pédaler en Europe et en profiter. Ok, très cool, je comprends. Je comprends mieux. Mais c'est sûr qu'avec le temps imparti d'un an, il fallait faire un choix. Ouais. Mais ok. Quand vous laissez vos vélos, parce que donc vous laissez vos vélos dans des trains, dans des bus, des fois avec des roues démontées, vous n'avez pas peur qu'il y ait du vol parce que si on vous pique un vélo, c'est la fin de l'aventure en fait. Ouais. On a eu un peu peur au début. Je pense qu'on était plus précautionneux. Et plus on avançait dans le voyage, et plus on se rendait compte qu'en fait les gens n'étaient pas intéressés par nos vélos. Et en fait, Corée-Japon particulièrement, la Chine aussi, on se sentait tellement en sécurité qu'en fait on n'attachait même plus les vélos. On s'arrête pour faire des courses, on va laisser le vélo devant le magasin, et on revient et il n'a pas bougé. Ça, c'est la culture asiatique. Ouais. C'est différent de l'Europe. Exactement. Vraiment, moi je suis déjà allé aussi en Asie et je trouve c'est extraordinaire. On en reparlera c'est hyper agréable. Un peu. Après, les temps de trajet en train peuvent être longs. Comment vous occupez dans le train? Vous discutez avec des gens, vous jouez, vous prévoyez la suite du voyage? À l'aller, ce qu'on faisait beaucoup, on jouait. On avait un petit jeu de cartes. On discutait avec des gens parce que souvent ça attire la curiosité d'avoir son vélo dans le train. On écrivait. Donc moi j'ai tenu un carnet de bord sur tout le voyage avec pour idée derrière de peut-être en publier un livre. On lisait et puis on discutait avec Lucille effectivement même de qu'est-ce qu'on a envie de faire ou qu'est-ce qu'on imagine. À ton avis, ça va ressembler à quoi? La Géorgie, ça va ressembler à quoi? L'Ouzbékistan? Ok. Et tu dirais que ça a soudé ton couple ou il y a des périodes compliquées où on est toujours ensemble et on n'a pas l'habitude moi je suis marié, ma femme je la vois moins que mes collaborateurs, tu vois. Ouais. C'était une grosse question. On savait que c'était un peu ça passe ou ça casse. Parce que 24 heures sur 24 ensemble, à faire du vélo, où t'es fatigué, des fois t'as des soucis, il faut régler un problème. Et donc globalement, en fait, je pense que ça a beaucoup renforcé notre couple. Et d'ailleurs, on a décidé aussi de se marier. Donc on s'est demandé en mariage tous les deux au Japon quand on arrive à Sendai. Super. Et d'ailleurs, il faudra que je prévienne mes copains avant que ça sorte, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore. Ah ouais, non, mais je te dirai la date de sortie exacte, pour pas que ce soit spoilé pour certains de tes potes. Mais félicitations déjà. Merci. T'es déjà prêt pour préparer ton mariage, je te le dis, vu que t'as préparé ce voyage. Ouais. C'est à peu près 1 an de préparation aussi. Hein. Bon, voilà, on est bon. Ok. Mais après, je vais pas mentir, il y avait aussi quand même beaucoup de petites engueulades au jour le jour. Oui. Parce qu'on est fatigué, parce que... on n'a pas envie d'avancer ce jour-là parce qu'on n'a plus d'essence pour cuisiner. Enfin, il y a toujours un truc, quoi. Ouais, t'as pas les mêmes envies. Des fois, certains jours, il y en a un qui veut avancer, l'autre qui veut plutôt rester. Ouais. Je comprends. Dans les trains, vous dormez ou vous faites des arrêts pour dormir dans des hôtels, dans la rue, j'en sais rien. Enfin, comment ça se passe? Ouais, on a essayé de prendre pas mal de transports de nuit, donc des trains de nuit ou des bus de nuit, parce que
ça nous permet d'économiser une nuit d'hôtel, et parce qu'en général, c'était assez confortable. Donc, le premier qu'on a fait, c'est le Budapest-Bucarest. Ensuite, on a enchaîné tout de suite sur le Bucarest-Istanbul. On a redormi ensuite dans le bus entre Istanbul et Opa, près de la frontière géorgienne. Et puis, le plus gros, ça a été le Transsibérien pour le retour. Où là, on a passé 7 jours dans le train. En fait, c'est ta vie, quoi. Tu vis dans le train pendant 7 jours. Là, j'ai pas mal de questions au retour. Quand vous revenez du Japon jusqu'en France, tu reprends un train tout le long. On reparlera de tout ça. C'est quoi l'anecdote la plus folle que vous avez sur cette première étape de voyage? Est-ce que vous avez fait une rencontre particulière? Est-ce qu'il y a eu un truc dingue qui s'est passé? Il y a eu 2 rencontres qui m'ont vraiment marqué quand on est arrivé en Géorgie. Donc le bus qui partait d'Istanbul nous a déposés au bord de la frontière géorgienne, et ensuite on a remonté les vélos, on a pédalé jusqu'à une ville sur la côte qui s'appelle Batumi, qui est une ville un peu de villégiature pour les Russes qui descendent là pour profiter. Et on était accueillis par un autre cycliste anglais qui s'appelle Paul, qui en fait était venu à vélo jusqu'ici, qui louait une chambre d'hôtel et qui avait décidé de transformer sa chambre d'hôtel en hôte warm shower. Donc warm shower, c'est une communauté de voyageurs à vélo qui s'accueillent les uns les autres chez eux. Et on arrive chez lui et en fait, c'est juste une chambre d'hôtel, quoi, avec un lit. Et on lui dit, mais tu sais que nous on est 2, où est-ce qu'on va dormir? Tu veux qu'on pose les matelas? Il dit, ah non, mais moi en fait je ne dors jamais sur un lit. Le confort nous affaiblit, je déteste ça. Donc lui, il avait juste son tout petit tapis de yoga sur le sol. Il a dormi là pendant que nous on dormait sur le lit dans la chambre d'hôtel. Et voilà, il s'avère que ce gars était hyper sympa et en même temps très complotiste sur plein de choses. Il avait des bouquins climato-sceptiques, les plus 5G, enfin tout. Donc c'était un mélange de plein de choses. On était très contents de le rencontrer, très contents qu'il nous accueille. En même temps, il racontait n'importe quoi. Mais on a réussi à passer une bonne soirée et c'était cool. Vous échangez en anglais avec ces gens-là, ou vous rencontrez des francophones aussi sur votre trajet? On a rencontré beaucoup de francophones. En fait, on a dû rencontrer une trentaine de cyclistes qui, comme nous, voyageaient entre l'Europe et l'Asie. Et 90%, c'était des Français. D'accord. Et certains, vraiment, il y en a, on savait qu'ils étaient pas loin, parce qu'on avait discuté sur les réseaux, on savait qu'on allait peut-être les croiser dans quelques jours. Et il y en a vraiment, ils nous dépassent sur la route. Okay. On est en train de passer un col au Tadjikistan, et tu as 2 Français, Victor et Guillaume, qui nous passent et qui nous disent bonjour. On dit bonjour, et au final, on passe une semaine ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie culture du vélo par les Français, et donc c'est un truc ça reste exceptionnel, mais il y en a quand même quelques-uns. Et la plupart aussi des Français qu'on a croisés, ils le faisaient pour raisons écologiques. C'est-à-dire que pour eux, c'était un mode de voyage écologique, et c'était l'avenir du voyage, de voyager à vélo, en train, en bus. Là où les Anglais ou les Allemands qu'on a pu croiser étaient plutôt sur un motif sportif. L'idée, c'était un challenge, l'aventure, performance. Et le côté écologiste n'est pas forcément la raison numéro 1. Et en fait, vous êtes rarement que tous les deux quand même, parce que vous rencontrez plein de gens, vous passez une semaine avec des amis que vous rencontrez sur la route, donc il y a aussi cette communication avec un groupe durant le voyage. Ouais, tout à fait. Et puis même en fait, quand on pédale que tous les deux, on n'est pas vraiment tous les deux, parce qu'en fait, souvent on a 500 mètres ou 1 kilomètre d'écart, parce qu'en fait, au début, on s'est dit on pédale tous les deux au même rythme. Et en fait, c'est un peu frustrant pour les deux, parce qu'elle a l'impression que je suis en train de la tirer. Et moi, j'ai l'impression de ralentir parce que je ne suis pas à mon rythme. Et en fait, on a rencontré un couple de Français, justement, en Géorgie, qui voyageait déjà depuis 6-8 mois à vélo et qui était parti pour 3 ans. Et qui nous disait, mais en fait, moi, des fois, on a 20 km d'écart. Et en fait, ça nous a libérés. On s'est dit, en fait, oui, donc 20 km d'écart, moi, ça me paraît beaucoup. Mais qu'on ait un 2 km et que je m'arrête pour l'attendre après, je rebois un peu d'eau, je regarde mon téléphone. C'est pas de souci. En fait, c'était le bon mode de voyage pour nous. Ok, d'accord. Vous passez en train là, par le proche de l'Ukraine, la Russie, est-ce que à ce moment-là, vous avez peur de passer dans ces pays qui sont en ce moment en guerre? Est-ce que vos familles aussi ont eu peur que vous passiez par là? Ouais, alors en fait, il y avait 2 choix pour nous pour passer de l'autre côté de la mer Caspienne. C'était soit passer par l'Iran, soit passer par la Russie. Et j'ai une amie iranienne que j'ai vue encore hier qui nous avait dit l'Iran, c'est magnifique, faut pas écouter tout ce qu'on dit dans les médias, mais là, je vous conseille vraiment pas d'y aller, c'est pas le bon moment. Donc on s'est dit, bon, on va passer par la Russie.
Moi, je suis pas quelqu'un qui a particulièrement peur. Mais là, c'est vrai qu'on est passé, on a passé la frontière de Géorgie en Russie 3 jours après que Macron s'exprime et dise qu'en gros, il n'exclut pas d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. On s'est dit, bon, c'est un peu chaud, mais... En tant que Français, on va peut-être pas être les bienvenus. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a passé la frontière hyper facilement. En 15 minutes, on était de l'autre côté. Aucune fouille, ni téléphone, ni des bagages. On rentre, les Russes, c'était hyper sympa. Et en plus, on passait dans des régions qui font un peu peur. Tchétchénie, Daghestan. Il y a eu la guerre de Tchétchénie au début des années 2000. Daghestan, c'est connu un peu pour avoir des combattants féroces, etc. Et en fait, les gens étaient hyper sympas. On est passé que 3 jours là, à ce moment-là, donc on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter. Et on s'était dit aussi que de toute façon, on n'allait pas parler de la guerre. Quand les gens nous parlent de « Est-ce que t'aimes bien Poutine? Est-ce que t'aimes bien Macron? La guerre, t'en penses quoi ?» On disait bah, « Nous, on fait pas de politique. On voyage à vélo, on va au Japon. » Et puis en fait, on passe à un autre sujet. Notre seul objectif, c'est de prendre du plaisir et voyager. Exactement. Et comme ça, les gens, ils passent à autre chose. Ouais. Ok. Bon bah cool, sur cette première étape, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à me dire, mais là on va passer plutôt à la deuxième étape qui est la partie vélo, là, donc vous êtes arrivé en Ouzbékistan. Ouais. À ce moment-là, plus de voyage en train ou peu en tout cas, et vous êtes parti pour à peu près 10 000 km de vélo. Ouais, exactement. Et le sentiment à ce moment-là, c'est un peu libération, parce que bah, même si à chaque fois ça c'est plutôt bien fait, devoir mettre son vélo dans le train, ça veut dire déjà qu'il y a des horaires, il y a des règles à respecter, souvent il faut négocier avec le chauffeur, etc. Donc là on s'est dit, bah, en fait, là, liberté, parce qu'on part quand on veut, on s'arrête quand on veut, il n'y a plus de contraintes, quoi. Ok, et vous avez des vélos professionnels pour faire ça, ou c'est des vélos que vous aviez déjà, ou est-ce que vous les avez achetés exprès pour ça? Ouais, alors Lucille, elle a acheté un vélo. En fait, on en a acheté deux, elle en avait acheté un premier qu'on a essayé l'été avant de partir, un Farad Manufacture, qui est une marque allemande qui est connue pour les vélos de voyage, qu'on avait acheté d'occasion, et au final ça allait pas. En fait, la taille était pas bonne, la géométrie du cadre lui convenait pas. Et ça, tu t'en rends compte en France? On s'en rend compte, on est encore en France, ouais. On faisait Orléans-Caen en une semaine pour voir un peu se tester avec notre matériel. Ça le fait pas, et du coup, genre 1 mois avant de partir, elle achète un nouveau vélo, et c'est le vélo de Decathlon, un vélo de voyage. Donc c'est leur marque Riverside Touring, et voilà, qui est un vélo qui a un hyper bon rapport qualité-prix, qui est lourd, qui est vraiment fait pour être solide et pouvoir aller au bout. Et d'ailleurs, en fait, ils l'ont testé avec des passionnés, avec des cyclistes qui faisaient à peu près le même trajet que nous. Donc ils leur ont donné à 10 personnes des vélos pour faire en gros France-Chine ou France-Japon pour tester, et ensuite ils ont redesigné certaines pièces qui avaient cassé. Et moi, mon vélo, c'est un vélo d'occasion que j'ai acheté il y a 4-5 ans, qui est aussi un vélo type vélo de voyage, donc qui est en acier, qui est fait pour être solide, mais qui n'était pas du tout neuf. Et je suis parti avec des pièces pas neuves. Mon dérailleur était d'origine, mes roues étaient d'origine. Tu vas nous parler des petites casses qu'il y a pu avoir pendant le voyage. C'est un peu une libération là quand vous arrêtez de prendre le train, de dire c'est bon, on va commencer à vraiment prendre le vélo pour de bon. Ouais. Vous faites combien de kilomètres par jour? Vous étiez fixé un nombre de kilomètres, ou alors on s'arrête dans un village quand on en a marre? On s'était dit, on avait en tête qu'en gros il fallait pas qu'on descende trop en dessous des 50 km par jour si on voulait atteindre le Japon dans le temps imparti. Mais on s'est pas vraiment fixé de limite. Et d'ailleurs le premier jour c'était assez incroyable parce qu'on part de Koungrad, donc qui est au Karakalpakstan, qui est une région qui se veut un peu autonomiste en Ouzbékistan, au milieu du désert. Et on part, il neige. Donc c'est un paysage déjà de se dire il neige dans le désert. Moi je m'imaginais pas ça. Et on a un vent de dos incroyable. Donc en fait le premier jour on fait 110 km. Ça te poussait, tu pédalais pas et tu mettais une voile et... Exactement. Donc à ce moment-là j'ai pas mis de voile, mais c'est réarrivé après où j'avais mis mon kawaii à l'avant du vélo pour faire voile et que ça nous pousse. Trop cool. Et donc en fait on pédale hyper bien. De toute façon en Ouzbékistan il n'y a qu'une seule route qui traverse le pays de l'ouest en ouest. Donc en plus on se pose pas la question du GPS, c'est tout droit. Et il y avait un couple de Français qui était parti la veille de Koungrad, qui était juste devant nous. Et donc on a passé toute notre journée à regarder sur le bas-côté parce qu'en fait ils avaient perdu leur tente. La tente était tombée de leur porte-bagages, sûrement sur le bord de la route. Et donc on a passé toute notre journée à pédaler, vent dans le dos à fond et à regarder comme ça. Et au final on l'a jamais retrouvé. Ouais, vous l'avez jamais retrouvé. Mais on est arrivé au bout à Noukous et c'était génial.
Et à contrario, vous avez peut-être eu des journées aussi où le vent tape contre vous, là, et tu as l'impression de ne pas avancer, tu t'épuises aussi. Ouais, même juste quelques jours après, en Ouzbékistan, toujours dans le désert. Et là, par contre, c'était vent de face, tempête de sable. Et là, c'est horrible. On est à 8 km/h, on n'avance pas. C'est hyper dur. Est-ce que vous roulez tous les jours ou il y a des moments où vous faites des haltes et vous profitez des locaux, vous allez visiter des monuments Non, on pédalait pas tous les jours. On faisait des pauses. Je dirais que le ratio, c'est qu'on pédalait 3-4 jours et on faisait une pause en général de 2 jours. Ok. Au début, en fait, on se disait on va s'arrêter juste une nuit à l'hôtel. Mais en fait, une nuit, c'est pas suffisant parce que tu arrives le soir, tu dois repartir le matin, tu t'es pas reposé. Donc on faisait 2 nuits, on s'arrête. On a été accueillis chez l'habitant, des fois on reste un peu plus. Voilà, c'était assez flexible. Ce que je voulais te dire, c'est à la fin d'une journée, vous êtes des fois accueilli chez l'habitant, des fois Ouais. vous allez à l'hôtel. Est-ce que c'est facile d'aller voir les locaux et de leur dire vous pouvez nous accueillir, dîner avec vous, dormir? Est-ce qu'ils vous demandent une contrepartie financière? Est-ce que juste le simple fait de raconter votre histoire, ça les intéresse? Nous, on s'était fixé une règle là, pour ce voyage, de se dire on va jamais demander l'accueil aux habitants parce qu'en fait, on va dans des pays qui sont relativement pauvres. Donc, on sait que des fois aussi, ils peuvent se mettre en difficulté. Ils vont pas vouloir dire non, ils vont t'accueillir, mais ils vont se mettre en difficulté. Peut-être qu'ils vont sauter un repas derrière parce qu'ils t'ont donné ce qu'ils avaient. Donc, on s'est dit qu'on n'allait jamais demander. Et en fait, en Ouzbékistan particulièrement, enfin en Asie centrale, tous les jours, quasiment, on avait des propositions pour nous accueillir juste parce que ils sont hyper curieux. On arrive à vélo, on voyage, on passe dans les villages. Il y a quelques touristes qui vont dans les grandes villes d'Ouzbékistan, Samarkand, Bukhara, Riva, qui sont des villes relativement touristiques. Mais dès que tu vas dans les petits villages entre ces grandes villes-là, tu as très très rarement des touristes. Et donc on nous donnait du pain, on nous proposait de boire le thé. Et en Ouzbékistan, presque une nuit sur 2, on dormait chez l'habitant. Ils sont hyper accueillants. Hyper accueillant. C'est trop cool. Ouais. Et ça vous est venu à l'idée de dire bah, nous, on va acheter dans les commerces de la nourriture et puis en fait, on leur donne pour qu'ils nous cuisinent Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. En général, on essayait toujours d'avoir une contrepartie quand on était accueillis. Donc, soit on leur faisait un petit cadeau, on avait un espèce de petit graveur. Donc, on gravait des pierres ou des bouts de bois. On écrivait dans leur langue merci ou en français. Et puis, sinon, on leur proposait de cuisiner. Ça s'est arrivé plusieurs fois, de cuisiner français. Donc pour eux c'est un voyage quoi, un voyage chez eux. Tu leur as fait quoi comme plat? C'est arrivé, en fait on devait vachement s'adapter à ce qu'il y a. Ouais bah oui parce que t'as pas tous les ingrédients que t'as en France. Mais on a fait, ce qui marche bien c'est les crêpes, ouais. j'adore, des œufs mimosa, tu sais les œufs mayonnaise, pareil en général ils aimaient bien, de la purée de pommes de terre, c'est bête mais c'est un truc aussi que tout le monde connaît pas. Donc voilà, des petits plats comme ça et qui étaient en général bien appréciés. Ok cool. Vous avez gardé contact avec certains locaux depuis le voyage? Est-ce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a certains avec qui vous parlez encore? Ouais, il y en a quelques-uns. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même la grande majorité avec qui on discute plus. Bien sûr. Mais il y en a quelques-uns. Là, j'ai en tête un réparateur vélo en Thaïlande qui me demande souvent des nouvelles, où on est, qui a suivi tout le voyage après. Il y a Intimac qui est au Kyrgyzstan, chez qui on a été accueillis, qui est notaire dans son village et qui est chef du comité révolutionnaire local. Donc, c'était assez marrant. Et lui, il m'appelle une fois par semaine, je pense. Trop cool. C'est toujours les mêmes discussions parce qu'en fait, il parle russe. Ah oui. Moi, je parle un tout petit peu russe, donc c'est toujours « Salut Intimac, comment ça va ?» Ouais, ça va. Ça va bien et toi? Ouais, ça va. T'es où? Je suis en France. Et après, il me dit des trucs et je dis « Je suis désolé, je comprends pas. » Et c'est bon, mais par contre, ça a donné le sourire. Exactement. C'est trop cool. Et il est content. Et une personne aussi en Sibérie, c'est une des meilleures rencontres du voyage. On est dans le transsibérien, on discute avec Lucille. Et il y a une femme assez âgée, qui doit avoir 70 ans, qui s'arrête et qui nous dit « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous voulez bien que je m'assieds et que je vous écoute parler ?» On dit bien sûr, mais même on serait très heureux de discuter avec vous. Déjà, un Russe qui parle anglais en Sibérie, c'est très très rare. Ouais. Et en fait, cette femme, elle était prof d'anglais pendant 40 ans, en fait, toute sa carrière, dans un tout petit village en Sibérie. Et c'est la première fois qu'elle rencontrait un étranger qui parle anglais. Waouh. Et pour elle, du coup, elle avait les larmes aux yeux, en fait, Ouais. de nous rencontrer, de se dire, mais je suis super content de vous parler. Pour moi, c'est une ouverture sur le monde. Je vais en parler à tous mes voisins, toute ma famille. Et du coup, on continue de parler par WhatsApp, on s'échange, voilà. Elle me parle de sa vie de tous les jours, je lui parle de la mienne. Et on continue de voyager tous les deux, juste par cette rencontre. Ok, trop cool. Vous avez fait donc Ouzbékistan, vous arrivez en Asie, vous faites la Chine, vous descendez jusqu'en Thaïlande.
Ouais. Rappelle-moi d'autres pays. Après, on continue par le Cambodge, le Vietnam, Voilà. on remonte en Chine et après la Corée et le Japon. Corée, Japon, ok. Ouais. Est-ce qu'à un certain moment, dans tous ces pays-là, vous avez ressenti une barrière de la langue à certains moments où ils ne parlent pas anglais, vous ne parlez pas mandarin ou autre Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas à vous exprimer, en tout cas avec la langue, mais par contre, avec des gestes, on y arrive toujours? Ouais. La barrière de la langue, elle a été là tout le temps. Et c'était un peu une frustration des fois où on rencontre quelqu'un, on sent que le courant passe bien. Ouais. Mais en fait, on va pas réussir à vraiment échanger sur ce qu'on aime bien ou à dire ce dont on a envie de parler. Ça a été, en Chine, c'était là où c'était le plus important parce qu'il y a très peu de gens qui parlent anglais. Et c'est ça, mais dans des petits villages, parce que là en plus vous passez dans des petits villages, donc ils parlent peu anglais, et même au Japon, qui est un pays très civilisé, moi j'y suis allé, ils parlent peu anglais quand même les Japonais, et c'est compliqué des fois de se faire comprendre. Et effectivement, avec les signes, on arrive des fois un peu à se faire comprendre. En général, on apprenait toujours au minimum bonjour, au revoir, merci et les 5 premiers nombres dans la langue. Et c'était à peu près tout. On utilisait aussi le traducteur. Mais les signes, en fait, on s'est rendu compte que même les signes, c'était pas toujours les mêmes entre l'Europe et puis l'Asie centrale ou la Chine. Par exemple, les signes pour les chiffres en Chine, je crois que 7, si je me souviens bien, c'est comme ça. Ouais, d'accord, c'est ça, ouais. Et donc, en fait, il faut le savoir, parce que pour nous, c'est incompréhensible que c'est 7. On dit 2, et ils disent... Exactement. Et du coup, on se comprenait pas. Et après, j'ai compris en rencontrant un Chinois qui parlait anglais, qui m'a expliqué. Ou pareil, en Asie centrale, il y a un monsieur qui vient nous voir à un moment et qui nous fait ça. Donc ça, nous en France, c'est un geste un peu agressif. C'est je te veux du mal. Ouais. Et en fait, non. Pour lui, ça voulait dire viens, on va manger jusqu'à plus faim. On va vraiment se remplir le bide. Ah ouais. Et du coup, on comprend, on dit bon, ok, c'est cool. Mais en fait, même les signes, des fois, c'est trompeur. Ok. Vous avez déjà ressenti un sentiment d'insécurité dans certains endroits où vous avez pu avoir un peu peur ou alors tout est sécurisé quand même Enfin, les gens étaient bienveillants, je sais en général, mais... Ouais, franchement, on a très 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 peu ressenti d'insécurité parce qu'à chaque fois, les gens nous rassuraient. Forcément, quand on passait à la frontière en Russie, parce qu'il y a le contexte, on se disait... on avait une petite peur en se disant qu'est-ce qui va se passer. Donc en Russie, un peu plus. C'est arrivé une fois sur une toute petite section, on nous a pris en stop dans le désert en Ouzbékistan et le gars était sympa, bienveillant mais extrêmement bizarre à nous faire des allusions sexuelles, à nous poser des questions hyper intimes et à nous faire des blagues en nous disant mais en fait je vais pas vous déposer là où vous voulez, je vais vous emmener jusqu'à la capitale. Ouais. Et avec la barrière de la langue et tout ça, sûrement qu'il voulait rigoler, mais moi j'étais là, je me dis mais en fait il fait ce qu'il veut de moi, je suis dans son camion. C'est ça. Et s'il veut pas s'arrêter, il s'arrête pas. S'il veut m'emmener dans un coin bizarre, il m'emmène dans un coin bizarre. Ouais, donc là, on a ressenti un petit peu, mais sinon, 99% du temps, on s'est senti hyper sécurité. Ok. Bon, là, c'est bon, vous êtes de retour. Les parents n'ont pas à s'inquiéter. Ouais, exactement. Fallait pas raconter ça par WhatsApp. C'est ça. Non, mais c'est clair. Est-ce que vous avez perdu pendant votre voyage des papiers, de l'argent et qui pouvaient être un peu dramatiques fallait refaire des papiers Non, on n'a pas perdu ni de papier ni d'argent. Enfin, on a perdu nos cartes bancaires. On a perdu 2. Ça a été un peu galère à un moment parce qu'il a fallu faire livrer une carte au Vietnam. Ouais, mais ça se fait, hein, ça. Hein. Mais ça se fait. Ouais. Mais en soi, non, on a eu de la chance, on n'a pas eu de grosses pertes. Par contre, des petites pertes, perdre des gourdes, ça nous est arrivé tellement de fois. On a dû perdre 5-6 gourdes parce que tu l'amènes avec toi au resto ou tu fais une pause sur un abribus et en fait, tu l'as oublié. Moi, j'ai une anecdote comme ça où mon père, à l'époque, quand il a une vingtaine d'années, il part du sud de la France pour venir jusqu'en Bretagne en vélo avec 2 amis, enfin 3 amis, donc ils sont à 2 tandems. Ouais. Et ils partent super fiers. Et puis, ils avaient prévu une sacoche avec tout l'argent du voyage en francs. Et premier jour, ils la laissent sur le capot d'une voiture, ils partent. Wow. Et puis voilà. Et premier jour, ils avaient plus d'argent. Plus rien. Et donc, ils font demi-tour. Ils vont voir la mairie. Et par hasard, le maire, ils arrivent à retrouver l'argent. Mais ils ont perdu un jour de voyage. Mais voilà. Bon, c'était pas la même époque. Mais quand même, il y avait, je sais plus, une somme comme un voyage aujourd'hui. Tu vois, on doit partir 4 mois en vélo. Ouais, quand même. Somme. Mais voilà, donc ça, bon, voilà. Et c'est les petites galères qui font le voyage au final, qui font les souvenirs derrière. Et puis ces amis-là, on les voit encore et il y a plein d'anecdotes sur ce voyage-là, même si c'était plus petit que ce que tu as fait. Mais ok. C'est quoi les plus beaux spots que tu as vus, enfin en tout cas que vous avez appréciés? Il y a peut-être des pays en particulier, des régions? En termes de paysage, vraiment, nous on a été bluffés par le Kyrgyzstan.
Donc il y a un petit pays d'Asie centrale qui est coincé entre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Chine, et le Kazakhstan au-dessus. C'est un pays hyper montagneux. Je crois que c'est 90% du pays qui a plus de 2000 mètres d'altitude. Nous, c'était le printemps, donc ça commençait à être un peu vert. Tu as plein de chevaux qui pâturent en liberté. Des lacs, etc. Vraiment, en termes de paysage, ça, c'était bluffant. Une partie du Tibet, une ancienne région du Tibet qui est en Chine, avec des montagnes à plus de 4000-4500 mètres d'altitude, des gorges magnifiques, la baie d'Along au Vietnam, les paysages du Japon aussi, du coup que tu connais, bluffé aussi. Enfin, vraiment, on s'est régalé sur tout le voyage. Ok. Il y a des moments, tu nous en as parlé rapidement, mais rentrons dans les détails. Ton vélo, il peut casser. Un dérailleur, une roue, j'en sais rien. Déjà, ça arrive souvent ou pas? Et quand ça arrive, comment tu répares? Parce que quand tu es perdu en plein milieu de la Chine, dans des petits villages, t'as pas le décathlon à côté. Exactement. Ouais, forcément, on a eu un peu de casse. Pour moi, la grosse, ça a été la casse du cadre. Ok. Donc mon cadre a cassé au Tadjikistan. Mais il se casse au niveau d'une soudure Non, en fait, c'est au niveau derrière, donc ce qu'on appelle les haubans, qui sont les deux bandes de métal qui relient la roue arrière au reste du cadre. Ouais. Celui du bas, coupé en deux. Ok. Vraiment en deux. On était au Tadjikistan, on venait d'entrer et on essayait de monter dans la région des 7 lacs, où en fait il y a 7 lacs de haute altitude qui se succèdent. Et au départ, on a une route nickel jusqu'à un village où en fait il y a une mine d'or chinoise. Et puis en fait, on passe ce village et ça devient un chemin, mais un des pires chemins qu'on a eu, c'est des trous énormes comme ça, des cailloux. On pédale malgré nous en essayant de monter. Il y avait un enfant qui était avec nous, donc c'est marrant parce que les enfants, ils sont en costume cravate à l'école au Tadjikistan. Ouais. C'est le pays le plus pauvre dans lequel on est passé. Mais quand tu as les enfants qui sortent d'école, ils sont tous en costume cravate. Vrai, mais dans plein de pays asiatiques, il y a des réglementations. Comment on appelle ça? Des uniformes. Voilà, ouais, exactement. Donc il est sur son vélo pourri en costume cravate à côté de nous. Et puis au bout d'un moment, je rends compte qu'il y a un truc qui va pas, j'ai du mal à pédaler, il y a des bruits bizarres. Je pense que c'est ma chaîne. En fait, je m'arrête et non, je vois le cadre qui se balade. Et l'enfant regarde, il comprend tout de suite. Et il arrête, il y a un bus qui passe. Il arrête, il lui dit aide-le, tu vas le descendre. Sors la boîte à outils. Exactement. Et le gars dit non, je peux pas. Et du coup, il arrête une autre toute petite camionnette. Comme il y a souvent en Asie, c'est des petites camionnettes électriques. C'est un mix entre un moto pick-up et une mini camionnette. Et du coup, on met les deux vélos dans sa remorque à l'arrière. Je monte dans la remorque, Lucille monte à l'avant. Et il nous descend à ce fameux village où il y a la mine d'or. Il nous emmène chez le mécanicien. Et voilà, et le gars qui sort de nulle part, avec un grand uniforme, une lampe frontale qui fait 3 fois la taille de sa tête. Et il commence à souder ça à la pince crocodile avec un bout de métal qu'il trouve par terre. Fou. Et il me ressoude ça. T'as 10 personnes, donc 10 Tadjiks qui sont là, qui regardent sans lunettes le mec en train de ressouder. Non, c'est fou. Et je suis reparti et la soudure a tenu les 10 000 km. Ah ouais, tout le reste du voyage. Parce qu'à ce moment-là, quand je vois que ça casse, je me dis, mais en fait, c'est peut-être la fin du voyage parce que là, je suis au Tadjikistan. Même si je vais à la capitale, qui est normalement pas sur notre chemin, à Dushanbe, trouver un vélo. Je suis pas sûr que je retrouverai un vélo comme ça. Ouais. Je vais retrouver un vélo pourri, mais en fait, il va pas tenir le choc. En plus, on commençait à aller vraiment dans les cols, les montagnes. Et en fait, ce gars a réussi à réparer sans aucun souci. Et ça, j'ai été bluffé beaucoup de fois par la débrouillardise des gens dans des pays au Tadjikistan où en fait, t'as pas beaucoup de moyens, t'as pas beaucoup de magasins, de réparateurs. Tout le monde a tellement de compétences différentes. Ils savent cuisiner, ils savent cultiver des légumes, etc. Plein de choses. Ils savent réparer à peu près tout. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est extraordinaire. Et là, dans ta tête, quand même, à un moment, tu te dis, putain, c'est la fin. Ouais, à ce moment-là, je me dis vraiment, c'est peut-être la fin. Alors qu'on est parti il y a 2 mois. Et t'es dégoûté, tu vois. Ouais. Tu te dis, déjà, j'irai pas au Japon. Un de mes plus grands rêves. Et puis, tu vas pas voir tout le reste du voyage. Mais au final, ça va, c'est une anecdote qui termine bien. Exactement. Et puis, tu peux continuer, c'est trop cool. Tu l'as gardé ton vélo Ouais, je l'ai toujours, bien sûr. Donc, il est toujours soudé, en fait. Il est toujours soudé à cet endroit-là. Ah ouais. Alors après, je l'ai refait souder parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il avait soudé que la moitié. Ouais, d'accord. Du coup, on est passé à côté d'un soudeur. Je me suis dit, est-ce que tu veux bien me ressouder de l'autre côté? Il m'a dit, pas de souci. Okay. Le gars était super bon. Il faisait en fait il faisait les dômes des mosquées. Ouais. Les dômes magnifiques, tout dorés là. Et le gars faisait ça. Ok. Et vous avez déjà eu des chutes pendant votre parcours? Est-ce que vous tombez avec des risques de blessures ou... Ouais, ça n'a pas été régulier.
Moi, je crois que je suis tombé juste une ou deux fois, mais léger. Lucie, il est tombé deux, trois fois à un moment sur une piste au Kyrgyzstan, ce qu'on appelle des pistes de tôle entre cyclistes. C'est des pistes où en fait les amortisseurs de voiture font que tu as des petites vaguelettes sur le chemin et ça c'est horrible. Parce que déjà tu t'enfonces un peu parce que c'est un peu sableux et en plus t'es vraiment tout le temps comme ça et donc Lucie il est tombé deux, trois fois dans le sable mais on n'a jamais eu de... On a eu une grosse chute pour Lucille où je me suis un peu inquiété au Kazakhstan où on était sur une route et il y avait un vent mais vraiment de fou furieux. Genre 100-110 km/h de côté et donc on était vraiment en train de pédaler comme ça, on était incliné contre le vent et en fait dès que tu avais un camion, une voiture qui passe, tout d'un coup il n'y a plus de vent et là t'es projeté sur le côté et donc là Lucie il est tombé 3-4 fois avec des bonnes douleurs au genou éraflées et on l'a passé mais là c'était vraiment galère. Ok. Et donc là, vous parcourez tous ces pays d'Asie, vous rencontrez tous ces locaux. À partir de quand vous arrivez au Japon, c'est au bout du 11e mois C'est au bout de entre le 9 et le 10e mois, on est arrivé au Japon toute fin octobre, début novembre. Ok. Et donc là, vous arrivez au Japon. C'est quoi votre but? C'est d'aller direct à la capitale? C'est d'aller à Sendai Ouais, le but c'est d'aller à Sendai depuis le début parce qu'en fait j'ai mon cousin qui habite là-bas, qui faisait un échange pendant ses études. Et donc mon objectif final c'était d'aller le voir en fait au Japon cool. et de le rencontrer. Et puis le deuxième c'est que Sendai en fait est jumelé à Rennes, ville d'où je viens. Donc c'était un peu le truc symbolique d'aller là-bas quoi. Ok. Et donc vous arrivez à Sendai et là au Japon vous faites quoi? Vous y restez un mois pour visiter? Vous prenez le temps là vous vous baladez toujours en vélo dans le Japon je présume? Ouais exactement. En fait on est arrivé au Japon, on est arrivé par la Corée, on a pris un bateau de Busan jusqu'à Fukuoka, tout au sud du Japon sur l'île de Kyushu. Et ensuite, on remonte à vélo vers Sendai. Et on s'est rendu compte que c'est hyper étendu. Donc on a pédalé Kyushu, puis on a pris un petit bateau pour aller sur l'île de Shikoku. Et on a rejoint l'île principale au niveau de Kobe et Osaka. Et ensuite, là, on était un petit peu court. Donc on a pris un bus entre Osaka et Tokyo. Et on est reparti à vélo pour finir Tokyo-Sendai. Et alors le Japon, de l'image que tu t'en faisais parce que tu voulais y aller, c'est souvent un pays de rêve pour pas mal de gens. Est-ce que tu es aussi content que ce que tu faisais dans tes rêves ou... Ouais, franchement, je trouve que là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont réussi à garder leur culture millénaire. Ils ont plein de traditions. Donc j'ai aussi beaucoup découvert sur leur religion, le shintoïsme, qui, pour moi, fondent un petit peu toute leur manière de penser les choses, leur philosophie. Donc j'étais hyper curieux de comprendre justement leur attachement. C'est marrant parce qu'ils ont un attachement fort à la nature par cette religion qui dit qu'en gros, le divin, les esprits peuvent se retrouver dans tous les éléments de la nature. Un brin d'herbe, une araignée, un caillou, une vague, un homme. Et en même temps, c'est un des pays où j'ai trouvé le moins d'écho sur l'écologie. Où en fait il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du dérèglement climatique, etc. C'est un truc un peu tabou, voire même ça ne les intéresse pas, où ils disent que ça n'existe pas et que ce n'est pas le rôle de l'homme, carrément climato-sceptique. Et j'ai trouvé ça, et en fait le Japon, je trouve, sur plein de choses, c'est hyper paradoxal. C'est à fond de traduction, mais en même temps ils sont sur toutes les nouvelles technologies et assez futuristes dans leur vie de tous les jours. Et puis il y a aussi pas mal de problèmes je m'en suis rendu compte en parlant avec des Japonais à Tokyo et sur l'île de Shikoku particulièrement, où en fait il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, alors que pourtant c'est ce qui est ressenti. Le fait de travailler beaucoup, c'est un peu une injonction, mais en fait il y en a à qui ça plaît, il y en a aussi beaucoup qui le vivent assez mal. Donc voilà. J'ai eu la chance, moi, quand je suis allé au Japon, de rencontrer des Japonais qui parlaient français. Donc on a pu échanger un peu sur les cultures. Et les Japonais idéalisent Paris et la France de venir. Et je leur dis, mais pourquoi vous aimez autant la France? Ils me disent, mais c'est beau, il y a la culture. Enfin, un peu comme nous, on idéalise le Japon aussi, d'ailleurs. Et je leur dis, mais vous aimez bien Paris? Ils disent, ouais, on adore Paris. Et par contre, ça pue. Tu vois, ils disent tous ça, que ça sent mauvais, que c'est sale, mais ils veulent quand même venir. Enfin, c'est très très drôle. Et au final, ces Japonais que j'ai rencontrés sont mariés à des Français, ils habitent maintenant en France. Et
eux, j'ai parlé un peu de travail aussi avec eux, et ils disent non mais nous on prend très peu de vacances, c'est 1 à 2 semaines, et encore même si on les prend, c'est mal vu. Enfin c'est très bizarre leur façon de penser au niveau du travail, mais en même temps, enfin c'est tellement différent de nous qu'on peut pas tout comprendre. Nous quand on est arrivé au métro à Tokyo, comme bon français, on se poste devant les portes. Et en fait, tous les Japonais, ils faisaient la queue pour rentrer dans le métro. Et on s'est dit, pourquoi ils font la queue? Et après, on a compris, on a fait la queue. Mais, oui, c'est clair. Mais nous, comme bons Français, on attend. Ouais, c'est pour tout. Et pour le coup, il y a plus de monde au Japon et il y a même des gens qui nous poussent dans le métro pour arriver. Enfin, voilà. Non, mais. Et au niveau. Parce que moi, je me suis régalé au niveau culinaire au Japon. Ouais. Vraiment régalé, j'aimerais tellement y retourner. J'arrive plus à manger, enfin je mange encore des sushis en France, mais c'est pas du tout la même chose. Est-ce que toi c'est le pays où tu as mieux mangé, ou il y a des pays d'Asie où encore tu trouves que c'est encore mieux? Ouais, et c'est en plus c'est intéressant que tu en parles parce que c'était un des axes principaux de notre voyage, de découvrir la cuisine. Lucille, enfin c'est notre passion commune, mais Lucille en plus veut écrire un livre de recettes à la suite du voyage où on prend toutes les meilleures recettes qu'on a vues sur le chemin, qu'on a appris des fois à cuisiner avec les locaux. Il faudra que tu nous dises le lien du livre parce qu'on le mettra et tout ça, et moi je serais curieux de l'acheter pour le coup. Parce que... bah, carrément, je t'enverrai un message quand ce sera sorti. Mais globalement, les pays où on a le mieux mangé, je trouve c'est Japon, Chine et Vietnam. Japon, j'aimais déjà beaucoup les ramen, mais au Japon c'est un niveau au-dessus. Les bouillons, ils sont incroyablement bons. Différentes pâtes, enfin vraiment, le Japon, on s'est régalé là-dessus. La Chine, c'est pareil sur les nouilles et en fait la diversité des plats qu'ils ont. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas des plats signatures comme au Japon où tu as les ramen, les sushis, les makis, onigiri, etc. C'est chacun a un peu ses recettes avec des sauces super bonnes. Donc en Chine, on s'est régalé là-dessus avec les bao aussi, les espèces de petits pains cuits à la vapeur qui sont fourrés avec de la viande ou des légumes. Et puis au Vietnam, on a découvert aussi plein de choses. Donc il y a les nems aussi, qu'on attribue parfois en France aux Chinois, mais qui en fait viennent du Vietnam. Des soupes de nouilles qui étaient très bonnes, mais aussi les ban seo qui sont des espèces de petites crêpes qui fourrent avec des légumes, parfois du tofu, de la viande et une sauce. Enfin, voilà. Vietnam aussi, on a été agréablement surpris. Ok. Vous logez directement chez ton cousin ou vous avez pris un logement à part? Est-ce que ça coûte très cher au Japon le logement? Ouais. Au Japon, en fait, donc on est arrivé au bout du voyage, donc au bout du budget. Oui. Donc, on a énormément bivouaqué. En fait, on a bivouaqué et dormi chez l'habitant. Et je crois qu'au Japon, on n'a pris que 3 nuits d'hôtel. Sur un mois passé au Japon au total. Cool. Le bivouac, déjà, est hyper bien accepté au Japon. À chaque fois qu'on allait poser le temps dans un parc, on demandait aux gens est-ce que c'est possible, est-ce que c'est gênant. On nous a dit non, aucun problème. Voilà, tu peux vraiment poser ta tente partout, c'est légal et accepté par les habitants. Et ensuite, on avait une connaissance à Osaka qui nous a accueillis. Et à Tokyo, on a été accueillis par une japonaise via Couchsurfing, qui est un autre réseau de voyageurs qui s'accueillent les uns les autres en échange d'une bonne soirée, d'une bonne discussion. Et puis à Sendai, chez mon cousin. Ok. Après ce voyage au Japon, enfin toute la découverte du Japon, faut revenir en France. Ouais. Bien évidemment, on revient pas en avion, sinon pas d'intérêt. Exactement. On revient pas en vélo, on n'a plus le temps et puis on n'a plus l'argent. C'est ça. Donc vous prenez un train qui part peut-être de Corée. De Russie. D'accord, de Russie. Ouais. Et qui vous ramène jusqu'à Paris. En fait, donc on commence le retour déjà, faut redescendre tout en bas du Japon pour reprendre le même bateau qui nous avait amené en Corée. Donc retour en Corée. Là, moi, je m'arrête une semaine parce qu'en fait, par le hasard des choses, je me retrouve à participer à une session de négociation internationale organisée par l'ONU pour avoir un traité contre la pollution plastique. Okay. Donc que tous les États se mettent d'accord pour qu'on réduise la pollution plastique partout dans le monde, les fameux déchets qu'on voit sur les plages ou dans les forêts. Ça, c'était prévu ? En fait, c'était pas prévu quand je suis parti. Et je me suis rendu compte sur le chemin... Donc moi, ça fait partie de mes missions dans mon travail, de réduire la pollution plastique, particulièrement en Normandie, donc de développer le recyclage, d'utiliser moins d'emballages à usage unique, etc. Et sur le chemin, j'apprends que fin novembre, il y a à Busan, en Corée, cet événement qui va se tenir. Et donc j'envoie des messages à des gens que je connais en leur disant est-ce que je peux participer, est-ce que je peux renforcer les équipes à droite à gauche. Et j'ai une amie qui était dans ma promotion en école d'ingénieur
qui a une association qui s'appelle la Fresque du Plastique, Mm. qui me dit bah écoute, nous on est bénévoles, on a forcément besoin de renforcer l'équipe, tu peux venir. Et voilà, je me suis retrouvé une semaine avec les diplomates du monde entier à essayer d'insuffler une bonne ambition pour ce traité. Et ça perturbe pas trop le voyage retour, ça va, il n'y avait pas des billets de train pris en avance? Non, parce qu'on l'a su assez tôt, on l'a su, je pense qu'on était en août, Ok, d'accord. et Ouais. ça se tenait fin novembre, donc on s'est Ouais. organisé pour ça. Donc moi j'étais à Busan, Lucie elle a continué de pédaler jusqu'au port de Donghae, un petit port où il y avait un ferry. Le seul ferry, il partait 2 fois par semaine pour aller à Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. Ok. Et donc là, vous prenez ce train en Russie. C'est combien de temps de trajet, la Russie à la France? Parce que vous faites tout d'une traite? On fait pas tout d'une traite, on le fait en 2 parties. Et bah, moi déjà, c'est un train mythique, enfin, j'en ai entendu parler. Ça me fascine, la Sibérie m'a fasciné par des livres que j'ai lus, l'imaginaire des grands espaces avec la neige via Jack London, les écrits de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. On arrive à Vladivostok et on s'était dit qu'on s'arrêterait à Irkoutsk, qui est la capitale de la Sibérie, où il y a le lac Baïkal, donc le plus grand lac du monde qui abrite 20% de l'eau douce mondiale. Juste ce lac. Mm. Et en plus, on est en hiver, on est en décembre, donc on s'est dit ça va être magnifique, ça va être gelé la neige. Donc on fait une première partie de 3 jours et demi, de Vladivostok à Irkoutsk. On arrive à Irkoutsk à 2 h du matin. Donc on finit la nuit dans la gare, par terre. On passe 2 jours au bord du lac Baïkal, à Lysvianka. Et puis on repart pour 3 jours et demi jusqu'à Moscou. Ok. Et ce train, donc t'as une vraie vie dans le train en fait. C'est une ville en fait. Tu peux dormir, tu peux manger, Exactement. tu peux rencontrer des gens, tu peux tourner des podcasts. Je sais pas. Ouais, je pense que tu Mais- pourrais. Hein. Ouais, non, mais enfin, il suffit d'amener des micros et peut-être pas avec les caméras, mais juste Mm. des micros, un enregistreur et ça peut marcher. Ouais. C'est dans ce train-là que vous rencontrez cette dame russe là Ouais, dont tu parlais Tatiana, au début. Ok. Exactement. Et en fait, on rencontre plein de gens et en plus, c'est des rencontres où tu as le temps en fait. Ouais. Parce que des fois, on est à vélo et puis en fait, ce jour-là, on doit atteindre une ville parce qu'on s'est dit qu'on allait dormir à l'hôtel. Et il y a quelqu'un qui nous parle, on se dit on va parler 1 heure puis on va devoir partir. Là, on arrive, on n'a que ça à faire entre guillemets. C'est-à-dire que donc déjà dans le transsibérien, il y a 3 classes. T'as de la classe 3 à la classe 1. La classe 1, c'est une chambre de personnes. La classe 2, c'est des chambres 6 personnes avec des lits superposés. Et la classe 3, c'est un wagon dortoir. Donc c'est des lits Et vous avez superposés. pris quoi, vous? Nous, on a pris la classe 3 Ok. parce que c'était la moins chère et parce on voulait vraiment vivre cette expérience de En rencontrer les communauté. Russes, de passer de communauté, de passer du temps avec eux. Donc moi, je passais mon temps à parler avec eux, jouer aux échecs, boire un coup de vodka, lire, écrire. Et pas l'inverse, boire un coup de vodka, jouer aux échecs. Ouais, bah Enfin, des fois, si. si, il y a un gars qu'on a rencontré qui s'appelle André, avec qui j'ai beaucoup joué aux échecs. Je l'ai battu 3 fois, dont 2 fois parce qu'il était complètement bourré à vodka. Ce qui était trop fort pour moi sinon. Trop drôle. Mais c'est vrai qu'il y a des échanges un peu. Bon, les échecs, c'est connu dans le monde entier. Ouais. Mais des échanges de jeux un peu entre les civilités. Ouais, bah là les échecs, j'avais acheté au Japon un tout petit jeu d'échecs portable justement parce que je savais qu'en Russie ils jouaient beaucoup. Mais on a trouvé, on a joué à des jeux. J'ai été étonné aussi dans les pays de l'ex-colonie d'Indochine française, donc Vietnam, Laos, Cambodge, ça joue beaucoup à la pétanque. Donc je me suis retrouvé à jouer à la pétanque au Cambodge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, et après des petits jeux avec les mains ou avec des Ouais. cartes, des jeux aussi des fois que j'ai pas compris, où je joue, je fais semblant de comprendre, mais en fait je joue, je fais que de perdre parce que je comprends rien. Là, Et c'est il- arrivé en Ouzbékistan. Et ils se moquent de toi, les locaux, parce que tu comprends rien. Non, même pas, il est poli, du coup, tu vois, Ouais. il me regarde mes cartes, il me dit, bah, tu devrais jouer ça. Ah oui, Ok, bah vas-y, on je va joue jouer ça. Ok. Et quand vous revenez en France, vous arrivez où? Vous arrivez à Paris, à Rennes directement? Enfin, Donc on est pour la suite. Donc après de Moscou, on a pris un bus qui nous emmène à Vilnius. Enfin 2 bus qui nous emmènent à Vilnius en Lituanie. Et ensuite, normalement, il devait y avoir un bus qui nous emmène à Varsovie, puis un bus Varsovie-Paris. Et il s'avère qu'en fait, dans le Varsovie-Paris, on nous a refusé. Le chauffeur Flixbus a complètement refusé qu'on mette les vélos. On ne s'est même pas fait rembourser en plus. Donc on a retrouvé un chauffeur sympa juste après, un chauffeur letton, qui a accepté de nous prendre et qui allait jusqu'à Nuremberg en Allemagne. Et à Nuremberg, il y avait un Nuremberg-Paris qui nous a encore refusé. ok. Donc c'était encore la galère. Donc ça, en fait, on a eu quasiment aucune galère, à part le Istanbul-Ankara en Turquie dont je te parlais tout à l'heure.
Et c'est juste quand on a commencé à arriver en Europe de l'Ouest où là, la règle est passée au-dessus de l'humain. Et il y avait des règles et on ne pouvait pas y passer. Ouais. Alors que moi, j'avais mon vélo démonté, il y avait de la place dans le coffre, je Ouais. voyais que Tu c'est peux le possible, je placer. peux le mettre là. Ouais. Mais non. C'est qui la première personne que tu veux revoir quand tu arrives en France ou que tu as revue? La t'en première souviens personne que j'ai vue, en fait, du coup, vu qu'à Nuremberg, on n'a pas pu prendre le Nuremberg-Paris, on a pris des trains régionaux successifs pour finalement aller à Strasbourg. Ok. Moi, j'avais fait mes études d'ingénieur à Strasbourg. Ouais. Et en fait, j'ai un copain qui restait, donc Zied, il va se reconnaître, qui nous a accueillis. C'était assez symbolique parce qu'en fait, on s'est arrêté juste à la frontière Allemagne-France et on a pédalé sur le pont qui traverse le Rhin. Et de l'autre côté, il y avait mon pote Zied qui avait un pain au chocolat, un croissant Trop et stylé. une petite pancarte. Et du coup, voilà, il nous a accueillis et on a remangé du fromage. Il nous a fait des galettes parce qu'il sait qu'on adore ça. Et là, il a pas 1000 questions à vous poser parce que Bah tu ouais. reviens d'un an de voyage. Enfin, moi, Ah bah oui, j'étais trop content. On s'est retrouvés chez lui et en fait, on a passé la soirée. Ouais. Il me parle de ses anecdotes. Et moi aussi, j'étais hyper intéressé de savoir c'était quoi sa vie parce qu'en fait, nous, du coup, c'était un peu notre banalité à un moment de pédaler à vélo et de voir ce que lui pouvait faire dans sa vie, etc. C'était assez exotique finalement. Ok. Si tu dirais quoi à ton toi d'il y a un an si tu avais un conseil à lui donner ou Bonne question. est-ce Attends, que tu es fier d'avoir fait ce parcours? Est-ce que tu pourrais... Bah, déjà, oui, hyper fier de ça. Hyper fier de se dire on avait ce rêve et on l'a fait. En fait, il n'y avait pas de bon moment. Je pense que si on aurait pu attendre 10 ans d'attendre le bon moment, c'est juste là, bah voilà, on a décidé, on arrête de travailler, on économise, on prépare tout, on y va. Donc je lui dirais, ouais, c'est hyper basique, mais en fait, crois en tes rêves. Et Et fais-le. si toi, t'as pas cette audace de te lancer, il n'y a personne qui va te pousser à le faire. C'est Ok. toi et toi-même. Ouais. Et avec Lucie. Et commence à le faire. Enfin, fais le premier pas. Ouais. Et après, dans plein de choses, moi, je me l'applique de plus en plus. C'est si je veux monter un truc, le podcast aujourd'hui qu'on a monté, c'est commence à écrire le premier mot, tu vois, de Ouais. ton podcast. Et quand tu écris ton premier mot, il y a le deuxième qui arrive et le troisième. Et puis à la Exactement. fin, tu vois, je te rencontre. Ouais, c'est Non, mais non, mais c'est c'est ça. extraordinaire. Et aujourd'hui, donc, tu as repris ta vie. Tu as repris un boulot ou pas? Je sais pas. Pas encore. Là, bon, ça va aller très vite, mais dans une semaine, je reprends le boulot. Ok. Donc on retourne à Caen. On va loger chez un couple d'amis qui nous accueille pour le premier mois, le temps de retrouver un logement et de se réinstaller. J'écris le livre à fond. Là, c'est le gros projet. Donc je reprends tout mon carnet de bord pour écrire le récit du voyage et que je vais ponctuer de réflexions justement sur l'écologie, sur le monde, sur les hommes. Et puis Lucille à côté, elle monte un café créatif à Caen. Cool. Donc un café où tu viens boire un café, boire une bière, manger un petit morceau et tu fais de la poterie, du crochet, de l'aquarelle, ce que tu veux. Et elle écrit à côté le livre de recettes qui va être associé au voyage. On l'attend avec impatience. Ouais, Non, je mais en vrai, Je te l'enverrai. ouais, avec plaisir. Tu nous as rapporté un objet de ton voyage. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cet objet? Je sais même pas ce que c'est, donc je vais découvrir Surprise. avec vous. C'est un objet complètement banal, c'est un thermomètre Ok. qui était en fait accroché sur ma sacoche de guidon avec un petit scratch. J'ai deux petites histoires avec cet objet. Donc déjà, c'est un thermomètre que j'ai acheté en Chine et c'était assez marrant et je pense que ça permet de comprendre un peu c'est quoi la vie en Chine maintenant. On était dans une auberge de jeunesse et je vais voir la personne à la réception, une femme qui parlait bien anglais. Et je lui demande où j'aimerais acheter un thermomètre. Le but pour moi, c'était de savoir un petit peu quelle température il faisait pour s'adapter aussi le soir sur où on va dormir, est-ce qu'il faut s'abriter ou pas. Et elle regarde sur son téléphone, sur une application, et elle me dit ça. Je dis oui. Et en fait, je l'avais pas compris, mais elle avait commandé. Et 15 minutes plus tard, t'as un gars qui rentre dans l'auberge de jeunesse et qui me l'amène. Non. Ouais. C'est Amazon en 15 C'est minutes. Amazon++. C'est en 15 minutes, t'as un mec qui est arrivé en scooter qui m'a déposé le thermomètre. Waouh. Ça m'a coûté, je crois, 20 yuan, donc genre 3 euros. Ok. Et voilà, et ça montre aussi bah ouais, la vie en Chine, à quoi ça ressemble. C'est un niveau de service qui est assez incroyable, qui est très agréable sur le moment, très pratique. Et en même temps, moi, c'est pas du tout le projet de société c'est pas quelque chose qui me fait forcément envie d'avoir tout facile, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans la vie, c'est quand il y a un peu de friction, justement.
c'est quand tu as une petite galère ou quand tu trouves pas ce que tu cherches et au final sur le chemin tu fais des rencontres. Donc voilà, mais c'est comme ça la Chine. Et puis aussi ça me permet de parler de l'écart de température qu'on a pu avoir sur le chemin. C'est allé de combien à combien? Le plus bas c'était moins 33 Waouh. C'était en où? Sibérie. En Sibérie, ouais. Donc là on n'était pas à vélo, c'était un arrêt. En fait le transsibérien s'arrête dans plein de villes. Et là, on s'était arrêté pendant 40 minutes à Chita. T'es sorti un peu en dehors à Sibérie. moins 33? Je suis sorti, justement, avec mon petit thermomètre et je prenais des photos. Et instantanément, j'ai mes poils de trou de nez, ma moustache qui gèle. Oui. Et vraiment, je commence à faire ça. Et en fait, non, ça fait hyper mal. Faut pas le faire. Je suis allé en Laponie et j'ai vu moins 26 aussi. Et c'est très drôle. Et c'était fou. Et le plus haut, c'est 52 au Vietnam. Wow. Et ça me permet aussi de parler du dérèglement climatique et de l'ampleur que ça peut prendre. En France, on le voit un petit peu. Les agriculteurs le voient sur leur culture. Nous, on le voit l'été avec les sécheresses parfois ou le manque d'eau. Mais en Asie du Sud-Est, ça prend d'autres proportions. Et je posais souvent la question aux gens que je croisais. Voilà, est-ce que toi, pour toi, le climat a changé entre le moment où tu étais enfant et aujourd'hui? Je l'ai posé partout dans le voyage et j'ai eu, surtout en Asie du Sud-Est, beaucoup de oui, de me dire, en fait, eux, leur saison, c'est saison sèche et saison humide, saison des pluies. Et ils disent, pendant la saison des pluies, normalement, il pleuvait tous les jours, quelques averses, et là, il va pleuvoir que un jour sur 3. Par contre, c'est des averses qui sont hyper violentes, avec des inondations derrière, où on n'avait jamais des chaleurs pareilles. Donc là, à 52, en fait, tu ne peux pas trop sortir. Donc nous, on pédalait ce jour-là. Ce jour, il a fait 52, moi, j'ai fait un malaise carrément. Ouais. On a pédalé le matin. En fait, je me sentais pas bien. On allait manger dans un petit boui-boui qui n'était pas ventilé, pas climatisé. Et en fait, j'ai pas tenu le coup, j'étais tout blanc et on a dû prendre une chambre d'hôtel pour que je me repose toute la journée parce que j'étais mort, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Je crois pas avoir vécu des températures aussi extrêmes, en hauteur en tout cas. Ouais. Déjà, moi, quand il fait plus de 30, je suis en train de mourir. Alors, j'imagine pas à 52. Mais là, c'est pire que le désert. Hein. Le désert du Sahara, ouais. Alors après, 52, c'est ce qui était inscrit sur mon thermomètre. Ouais. Mais je pense que c'est parce que la température en général elle est mesurée à l'ombre. Donc là j'étais au soleil. Ouais. Donc peut-être que c'était 40 entre 40 et 45 en réalité. Mais il y a aussi l'humidité qui joue beaucoup. Et en fait je me rendais pas compte, mais en me renseignant, il y a un phénomène de de chaleur humide où en fait il y a un certain seuil de température et d'humidité qui fait que c'est mortel. Parce que c'est très humide. Hein, ouais, exactement. Temps, très chaud et très humide. C'est ça. Et je crois que donc, quand tu es à 100% d'humidité, à partir de entre 30 et 35 degrés, tu peux avoir des conditions qui sont mortelles pour l'homme. C'est-à-dire que tu sors, tu prends le risque de mourir. Voilà, que ton corps s'arrête tout simplement. Okay. Super. En tout cas, merci Quentin. C'était hyper intéressant. Avec grand plaisir. Franchement, j'aurais pu te poser encore 1000 questions. Après, on fera peut-être un épisode 2 parce que j'ai encore plein de questions, mais il faut bien qu'on arrête l'épisode à un bout d'un moment. Ouais. J'espère que j'ai bien retranscrit ton voyage, votre voyage. Merci de t'être déplacé, en tout cas, jusqu'à nous. Merci à toi, les questions c'était super. Merci d'avoir accueilli. Super, donc c'était Quentin Tison dans Parlons peu, parlons passion. Il nous a retranscrit son voyage de la France au Japon en train et en vélo. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très bientôt dans un prochain épisode dans les semaines à venir. Ciao. Ciao.